2003, affaire Azimani et El Jabri, condamnés à tort à cause d'un meurtre. Tom et Jerry, Titi et Gros Minet, Pif et Hercule, Itchy et Scratchy. Une partie d'entre vous connaît ces dieux célèbres, mais connaissiez-vous Azimani et El Jabri? Contrairement aux autres binômes humoristiques que j'ai cités, Azimani et El Jabri ne se sont pas réunis pour amuser la galerie. Non, ils ne font pas partie de la bande à Dexter ni du monde fou de Tex Avery. Azimani et El Jabri sont bien réels et leur histoire n'a vraiment rien de drôle. En fait, si. Lorsque Dame Justice a condamné pour meurtre nos deux innocents du moment, ils ont certainement du rire jaune. Finalement, vous verrez, l'affaire Azimani et El Jabri est tout aussi rocambolesque qu'un dessin animé pour enfants. Allez, en voiture. Attachez votre ceinture, réglez votre siège, les rétroviseurs, voilà, on démarre. Les mains à 10h15, merci, très bien, c'est parti. Je vous embarque direction le 22 décembre 1997. Nous sommes à Lunel, près de Montpellier, il est 8h40, précise. Supervisé par son moniteur, un élève entame son cours de conduite. Le moniteur dit à l'élève: contrôle rétro, on décélère en rétrograde et on va prendre tout de suite à droite. La voiture change très timidement de direction. Le moniteur ajoute: accélère un peu, j'aimerais bien qu'on soit rentré à l'auto-école avant Noël. Je tiens pas à réveillonner dans la voiture, dit-il en s'adressant à l'élève avant d'éclater de rire. Bon, pour rappel, nous sommes le 22 décembre 1997. Voilà le lien avec l'excellentissime blague du moniteur. Mal à l'aise à cause de la blagounette, la mine déconfite, l'élève augmente progressivement l'allure du véhicule avant de regarder brièvement le moniteur auto-école en train de se bidonner de sa bonne blague. Le moniteur vient de freiner brutalement le véhicule sous le regard interloqué de l'élève. Le moniteur détache sa ceinture à la hâte et sort précipitamment de la voiture en laissant la portière ouverte. À petite foulée, le moniteur s'approche du bas-côté de la route et s'arrête près du fossé. Sa vue ne l'avait pas trahi. Sous ses yeux était tendu de tout son long dans le fossé le corps d'un homme lacéré de coups de couteau. Pour le moniteur, c'est évident, il ne s'agit pas d'un banal accident de la route. En 97, le téléphone portable personnel n'est pas de la science-fiction. Le moniteur retourne en courant à la voiture, il ouvre la boîte à gants pour se saisir de son super téléphone portable du siècle dernier. Il ouvre le clapet qui pèse la moitié du mobile, tire sur l'antenne pour la déployer afin de capter au mieux le réseau Itinéris, puis il compose le numéro des forces de l'ordre. Ça y est, Dame Justice entre en piste. Un meurtre a été commis, il est l'heure de le résoudre. Les gendarmes de Lunel arrivent sur place. Comme l'avait deviné notre petit comique de moniteur auto-école, l'homme retrouvé sans vie dans le fossé a été tué. C'est une scène de crime. Les environs autour du cadavre sont donc délimités et matérialisés par un périmètre de sécurité. La victime est examinée et, première constatation, l'homme décédé est jeune. Il y a tant de coups de couteau sur l'abdomen du défunt que les gendarmes ne parviennent pas à en déterminer le nombre. Seconde observation, les mains de la victime comportent des lésions, ce qui signifie qu'avant sa mort, cet homme a tenté de se protéger. Il était donc conscient pendant son agression. Le médecin légiste présent sur place détermine que la mort de l'homme est survenue entre les 12 heures ou les 24 heures avant la découverte du corps. Le cadavre est fouillé dans l'espoir d'y trouver des papiers d'identité. C'est ballot, il n'y en a pas. En revanche, un numéro de téléphone est retrouvé dans l'une des poches de la victime.
Retrouver une identité cachée derrière un numéro, pour les gendarmes, c'est to finger in the ass. L'opérateur qui héberge le numéro de téléphone indique aux gendarmes que le propriétaire du 06 est un certain Monsieur Ben Salah. L'adresse qu'a fournie l'homme pour obtenir le numéro est fausse. Tiens donc, comme c'est bizarre. Avec un peu de chance, peut-être que ce monsieur Ben Salah parlera de l'assassinat de l'homme retrouvé mort. Qui sait, le numéro est placé sur écoute. De la même façon que le petit poussé qui semait des cailloux pour retrouver son chemin, le cadavre de l'homme a semé des traces de sang qui ont permis aux forces de l'ordre de retrouver à 200 mètres du lieu du crime l'empreinte récente d'un pneumatique et une basket. L'homme assassiné porte une seule basket qui ressemble à celle qui vient tout juste d'être retrouvée. Pour les gendarmes, il est temps de tirer des conclusions qui concluent à quelque chose de concluant. Cet homme, la victime donc, a été traîné sur plusieurs centaines de mètres, puis jeté dans le bas-côté de la route. Tout indice est bon à prendre. Les enquêteurs décident de reconstituer la trace du pneumatique avec du plâtre pour pouvoir peut-être remonter au véhicule du ou des meurtriers grâce à la sculpture du pneu qu'ils ont maintenant en leur possession. Le cadavre qui reste encore inconnu est autopsié. Le médecin légiste indique dans son rapport qu'au vu des nombreuses plaies présentes sur le corps, l'homme a été tué en moins de 10 minutes. Le médecin comptabilise 108 coups de couteau portés sur l'abdomen de la victime. Les lésions ont été faites par 2 armes différentes, donc l'homme a été tué par 2 individus. En ouvrant la cage thoracique puis l'estomac du défunt, le légiste remarque qu'un reste de repas non digéré y est présent. Déduction, cet homme a été tué peu après avoir ingéré un repas. Gendarmerie de Lunel, 23 décembre 1997, 10h30. En compagnie de sa belle-sœur, Najed vient signaler la disparition de son frère Abdelaziz Gila. Najed déclare qu'après avoir emprunté la voiture de son père, Abdelaziz n'est pas rentré chez lui hier soir. Une petite lumière s'allume dans l'esprit des gendarmes. Et si le cadavre retrouvé était celui du frère de Najed qui est aussi l'époux de l'autre femme. Une photo de l'homme est demandée aux 2 jeunes femmes. Les gendarmes comparent la photo apportée par Najed avec celle prise du cadavre sur la scène de crime. Après un léger malaise, les militaires expliquent aux 2 jeunes femmes que le corps d'Abdelaziz a été retrouvé hier matin. Un proche doit venir identifier le corps à la morgue. C'est la procédure. La sœur de feu Abdelaziz se dévoue. Elle est conduite à la morgue, escortée par quelques gendarmes. L'endroit est austère, inhospitalier. L'odeur aseptisée est masquée par celle de la mort. Dans son fort intérieur, Najed prie pour que ce soit une erreur. Les gendarmes ont tort, ce n'est pas possible, son frère est en vie, il est vivant, c'est sûr. Un employé mortuaire découvre le visage du cadavre. Najed se met à sangloter en observant son frère allongé sur la table métallique. Maintenant, c'est une certitude, Abdelaziz ne rentrera plus chez lui. Avec une basket retrouvée et l'empreinte d'un pneumatique, le moins qu'on puisse dire, c'est que les indices sont maigres. Les enquêteurs décident d'élargir leur périmètre d'exploration pour tenter d'en trouver de nouveaux. Comme le dirait Dora l'exploratrice, c'est gagné. Yes we did it. Non loin d'une cité, les forces de l'ordre découvrent la voiture qu'Abdelaziz a empruntée à son père. Identifié grâce à ses plaques d'immatriculation, l'habitacle du véhicule est maculé de taches de sang.
Le corps de la victime est entaillé de plusieurs coups de couteau. Les gendarmes pensent que l'agression a commencé dans la voiture pour se terminer sur la route car le corps a été traîné puis placé dans un fossé. Pour confirmer que la voiture du père d'Abdelaziz était bien celle présente lors du crime, l'empreinte de pneumatique prélevée près de la basket est comparée avec la sculpture des pneus de la voiture du père d'Abdelaziz. Le doute est levé. Ce véhicule était bien sur les lieux lorsque le crime a été commis. Retour à la gendarmerie de Lunel. Toute la famille Gila est interrogée. Les inspecteurs veulent avoir une idée exacte de l'emploi du temps d'Abdelaziz avant sa mort et, en parallèle, avoir des éléments au sujet de la vie qu'il menait. La famille déclare que la veille de sa mort, Abdelaziz a partagé un repas familial. Il a ingurgité 2 voire 3 cuillères de son repas, puis a quitté précipitamment le dîner pour rejoindre un ami nommé Jamel. Abdelaziz avait ajouté qu'il serait très vite de retour. Il quitte le domicile de ses parents en empruntant la voiture de son père vers 20h15. Tout de suite, les gendarmes entendent Jamel, qui affirme qu'il n'a pas vu Abdelaziz le soir du meurtre. Jamel a un alibi sérieux. Il était en présence de sa famille. La piste de Jamel en tant que meurtrier est refermée, mais l'information qu'a donnée la famille au sujet du départ d'Abdelaziz au moment du repas familial vers 20h15 permet aux légistes de conclure que la mort du défunt est survenue vers 21h, car le repas découvert dans son estomac n'avait pas encore été digéré. Bon, le déroulé de la soirée d'Abdelaziz est établi. Maintenant, il est intéressant de savoir qui était Abdelaziz Gila. La famille Gila déclare aux gendarmes qu'Abdelaziz s'était marié à 20 ans. Il en avait 22 lorsqu'il a été assassiné. À Lunel, ville dans laquelle il habitait, Abdelaziz était apprécié par tout le monde. Sportif, il faisait partie d'une équipe de foot. Très travailleur, Abdelaziz alternait les emplois sur les chantiers et les marchés afin de subvenir aux besoins de son couple. Ce beau tableau de vie paisible dressé par la famille va être terni par ses amis qui informent les gendarmes qu'Abdelaziz trempait dans un trafic de stupéfiants pour arrondir ses fins de mois. Pour les inspecteurs, tout est clair. Abdelaziz Gila a sûrement été tué lors d'un règlement de compte à cause du trafic de cannabis dans lequel il baignait. « 27 décembre 1997, 4 jours après le meurtre d'Abdelaziz, Errol Fargier vient apporter son témoignage aux gendarmes. Dans l'après-midi, le jour du crime, M. Fargier déclare qu'il a pris sa camionnette pour retrouver sa chaîne qui s'était perdue. Il emprunte le chemin des étoffes, lieu où a été retrouvé le cadavre d'Abdelaziz, et là, pendant qu'il circule à bord de son véhicule, il assiste à une altercation. M. Fargier affirme que devant lui, une voiture s'est arrêtée pour se stationner sur le côté. 3 hommes en sont sortis, un homme a été pris à partie par les 2 autres. En s'engageant sur la voie inverse pour doubler les hommes, Errol remarque des taches de sang sur la chemise blanche que portait l'homme qui était en train de se faire agresser par les 2 autres. Abdelaziz Gila a été retrouvé dans le fossé avec une chemise blanche qui était tachetée de sang à cause des coups de couteau qu'il a reçus. Donc, pour les gendarmes, Errol Fargier est un témoin oculaire tombé du ciel. Les gendarmes savent pertinemment que le témoignage de M. Fargier n'est pas cohérent avec l'heure du meurtre d'Abdelaziz. Ils décident malgré tout d'embarquer Errol Fargier pour qu'il puisse identifier à la gendarmerie les agresseurs grâce à des photos stockées dans leur base de données. Une fois sur place, Errol Fargier pointe du doigt la photo d'Abdelkader Azimani et celle d'Abderrahim El Jabri qui a déjà été condamné à 11 mois de prison pour trafic de stupéfiants.
Les amis d'Abdelaziz ont informé les gendarmes qu'il trempait dans un trafic et Rolf Fargier vient d'identifier El Jabri qui a déjà été condamné à cause d'un trafic. Pour nos professionnels de l'autorité publique, ça fait beaucoup trop de coïncidences. La famille Gila a affirmé qu'elle ignorait l'activité illicite d'Abdelaziz, mais les gendarmes n'en sont pas convaincus. Ils réinterrogent une nouvelle fois tous les membres de la famille. Effectivement, une grande partie de la famille ne savait pas. Abdelaziz s'était confié uniquement à son beau-frère et ce beau-frère lâche le morceau. Il dit aux gendarmes qu'Azimani était le principal fournisseur de cannabis d'Abdelaziz. Le lien entre Azimani et Abdelaziz est fait grâce au beau-frère. Le médecin légiste a signalé qu'Abdelaziz a été agressé au couteau par 2 hommes. Ce deuxième homme est forcément, selon les forces de l'ordre, El Jabri car Rolf Fargier l'a identifié sur l'une des photos du trombinoscope qui lui a été présenté. Azimani et El Jabri sont placés sur écoute. Et la pêche est bonne? Non, elle n'est pas bonne, elle est excellente. Les écoutes confirment que les 2 suspects sont au cœur d'un trafic de grande ampleur avec l'Espagne. D'autre part, vous souvenez-vous du numéro de téléphone qui a été retrouvé sur Abdelaziz et qui appartenait à un certain monsieur Ben Salah? Eh bien, ce monsieur Ben Salah est en fait monsieur Azimani. Les relevés téléphoniques d'Azimani révèlent qu'Abdelaziz lui a téléphoné le soir de son assassinat. Allez, mesdames et messieurs les auditeurs, en voiture, il est temps d'aller interpeller les suspects. « 22 avril 1998, 7 heures du matin, pour éviter toute tentative de fuite de leur part, il a été décidé qu'Azimani et El Jabri seront arrêtés simultanément. À Lunel, un escadron de gendarmes s'approche furtivement du domicile d'Azimani. À 26 minutes de Lunel, à Vauvert, une autre escouade de gendarmes sont en faction près du lieu où réside El Jabri. À Lunel, Azimani est arrêté sans encombre. Lors de la perquisition de son domicile, les gendarmes découvrent 20 000 euros planqués bien soigneusement dans le berceau de son bébé. Menotté, Azimani se justifiera en disant qu'il importe des voitures de l'étranger pour les revendre sur le territoire français. La somme est saisie pour être placée sous scellé. L'arrestation d'El Jabri à Vauvert est un peu plus folklorique. Les gendarmes commencent par frapper à la porte de son domicile. Sans réponse, ils enfoncent la porte. Réveillé, El Jabri se saisit de l'arme qui est posée sur sa table de chevet et la jette par la fenêtre. Il tente lui aussi de fuir par la fenêtre, mais il est maîtrisé par les forces de l'ordre. El Jabri menotté, les gendarmes entament la perquisition de son domicile. Ils découvrent près de 12 000 euros et 130 grammes de cannabis. Les 2 hommes sont placés en garde à vue. Ils sont mis en examen pour trafic et assassinat. Dans un premier temps, pensant qu'ils sont simplement arrêtés pour trafic de stupéfiants, Azimani et El Jabri vont nier catégoriquement les faits. Les gendarmes décident alors de leur dire qu'ils sont aussi soupçonnés du meurtre d'Abdelaziz Gila. À ce moment-là, les langues d'Azimani et d'El Jabri se délient. Ne voulant pas être accusés du meurtre, les 2 suspects disent toute la vérité au sujet de leur activité illégale, dans laquelle faisait partie Abdelaziz, mais ils nient catégoriquement l'avoir tué. Dans les locaux de la gendarmerie, Azimani et El Jabri passent à table. Le 21 décembre 1997, dans la soirée, Azimani et El Jabri affirment qu'ils ont remis 5 kilos de cannabis à Abdelaziz qui a pris la marchandise dans l'objectif de la revendre, puis de revenir avec de l'argent pour payer ses fournisseurs. Azimani et El Jabri attendent Abdelaziz 30 minutes, puis
1 heure. Furibond, se sentant floué, il décide de partir sur les traces d'Abdelaziz. Azimani et El Jabri déclarent qu'ils ont arrêté leur recherche vers 1 heure du matin. Malgré la similarité de leurs témoignages et sachant qu'Azimani et El Jabri ont été interrogés séparément, les gendarmes ont décidé de ne pas croire leur version des faits. Il est l'heure de la petite piqûre de rappel. Oui, je sais, ça casse les pieds ou ce que vous voulez d'autre. C'est important, j'aime bien ça. Parfois, lorsque le système judiciaire veut un coupable, il le fabrique. Avec Azimani et El Jabri, il en a 2 pour le prix d'un. Privation de sommeil, pression psychologique, les gendarmes mettent le paquet. Ils s'acharnent, ils veulent faire avouer Azimani et El Jabri concernant le meurtre d'Abdelaziz Gila. Azimani et El Jabri ne flanchent pas. Bon, la dernière carte pour les gendarmes est Errol Fargier qui a dit avoir été témoin d'une agression l'après-midi du jour de la mort d'Abdelaziz. Errol est convoqué à la gendarmerie et derrière une vitre sans teint, il lui est demandé de reconnaître les soi-disant agresseurs qu'il a vus. Sans l'ombre d'un doute, M. Fargier identifie une nouvelle fois Azimani et El Jabri. Après 96 heures de garde à vue, Azimani et El Jabri sont placés en détention provisoire. Décembre 2001. Azimani et El Jabri sont condamnés à 6 ans de réclusion criminelle pour trafic de stupéfiants. 20 mai 2003, ils sortent de prison pour comparaître devant la cour d'assises au sujet de l'assassinat d'Abdelaziz Gila. Les 2 hommes sont innocents. Leur avocat est confiant car l'accusation n'a aucune preuve solide pour les relier au meurtre d'Abdelaziz Gila. Errol Fargier est appelé à témoigner et cette fois, l'avocat d'Azimani El Jabri souligne l'incohérence de son témoignage. Errol Fargier dit avoir été témoin d'une rixe en milieu d'après-midi vers 16h, 16h30. C'est un problème. Encore une fois, Abdelaziz a quitté son repas familial à 20h15 et sa mort est survenue, selon le médecin légiste, à 21h, 21h30. Errol Fargier est discrédité. Son témoignage ne tient pas la route. La cour suspend l'audience pour les délibérations. Azimani et El Jabri jubilent en pensant à l'air frais qui va effleurer leur visage lors de leur sortie de prison. Après 3 jours de procès, les jurés déclarent coupables Azimani et El Jabri. Ils sont condamnés à 20 ans de prison pour homicide volontaire. L'avocat des condamnés fait la demande d'un second procès. Le procès en appel a lieu en juin 2004. Le dernier jour d'audience, Errol Fargier, le témoin oculaire de la rixe, déclare lors de son audition à la barre qu'Azimani et El Jabri ne sont finalement pas les hommes qu'il a cru voir tabasser un autre homme, mais qu'ils sont complices car ils étaient bien sur les lieux dans l'après-midi lorsqu'il a assisté à l'altercation. Le témoignage de M. Fargier est cette fois-ci pris en compte, ne vous demandez pas pourquoi, c'est inutile. À l'issue du procès, Azimani et El Jabri sont reconnus comme étant les complices du meurtre d'Abdelaziz. Ils sont une nouvelle fois condamnés à 20 ans de prison. Azimani et El Jabri écroués, leur famille refuse de baisser les bras. Elle décide d'engager un détective privé. Le détective privé retourne interroger Errol Fargier qui reconnaît s'être trompé. Oups! Il déclare qu'Azimani et El Jabri ne sont pas des assassins et encore moins les complices du meurtre d'Abdelaziz. Errol incrimine un autre homme qu'il a rencontré dans un bistrot. Le détective part sur les traces de cet homme qui se nomme Kader et l'interroge. Kader nie toute implication dans le meurtre d'Abdelaziz. Encore une fois, le témoignage d'Errol Fargier ne tient pas. Après vérification au moment du meurtre d'Abdelaziz, Kader était incarcéré. L'avocat général qui avait requis 20 ans de prison pour Azimani et El Jabri s'exprime dans un journal télévisé en disant
qu'il a des doutes concernant la culpabilité des condamnés qu'il a contribué à envoyer en prison. L'avocat d'Azimani El Jabri se saisit de l'occasion pour demander une révision de procès en 2008. La demande est rejetée en 2009. Mais Dame Justice commence à sentir qu'elle a fait une erreur. Azimani est remis en liberté conditionnelle 9 ans avant la fin de sa peine, tandis qu'El Jabri, on ne sait pas pourquoi, et ne vous demandez pas pourquoi, El Jabri reste incarcéré. Les techniques d'analyse ADN ayant énormément évolué depuis le début de l'affaire, de nouvelles analyses sont effectuées sur la demande de l'avocat d'Azimani et El Jabri. Surprise! Les prélèvements faits sur la scène de crime ne correspondent pas à l'identité génétique d'Azimani et El Jabri. L'ADN qui figure sur le rétroviseur ainsi que sur la portière de la voiture du père d'Abdelaziz est celui d'un certain Michel Boulma. Gyrophare allumé et sirène hurlante, les gendarmes partent interpeller ce monsieur Boulma. À la gendarmerie, Michel raconte que le 21 décembre 1997 à Lunel, il est allé acheter du cannabis à une connaissance. Cette connaissance est Elaïli Bouziane. Elaïli propose à Michel de faire la transaction dans la voiture d'Abdelaziz. Une dispute éclate pendant qu'Abdelaziz conduit le véhicule. Elaïli, assis sur le siège avant passager, assène plusieurs coups de couteau à Abdelaziz. Michel Boulma dit aux gendarmes qu'il a tenté de s'interposer, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, deux lames différentes ont causé la mort d'Abdelaziz. Bref, Michel Boulma poursuit son récit en disant qu'Abdelaziz a garé son véhicule sur le bas-côté, puis il a quitté la voiture pour prendre la fuite. Rattrapé par Elaïli, Abdelaziz est achevé par ce dernier. Elaïli est arrêté, puis interrogé à son tour pour vérifier le témoignage de Michel Boulma. Elaïli affirme que c'est Michel et non lui qui a porté les coups de couteau sur Abdelaziz. Les deux inculpés sont d'accord sur un seul et unique point. Azimani et El Jabri n'étaient pas présents lors de la mise à mort d'Abdelaziz. Les deux condamnés sont bel et bien des innocents. « 26 avril 2011. El Jabri est à son tour mis en liberté. Enfin, pour Dame Justice, malgré tous les éléments qu'elle possède, Azimani et El Jabri restent tout de même les complices du meurtre d'Abdelaziz. No comment. La deuxième demande en révision faite par l'avocat d'Azimani et El Jabri est accordée le 2 juillet 2012. En juillet 2014, Azimani et El Jabri sont acquittés. Les meurtriers d'Abdelaziz, Michel Boulma et Elaïli Bouziane sont condamnés à 20 ans de prison. Bon, il est l'heure de parler de cash, les gens de money, de flouze, de thunes, de blé, de lové comme vous voulez, ou de moula si vous préférez. En 2013, les instances judiciaires commencent par refuser l'indemnisation des deux innocents. Dame Justice avait un peu de mal à rémunérer Azimani et El Jabri parce qu'ils avaient fait du trafic de cannabis. Voilà. L'avocat d'Azimani et El Jabri s'acharne. La commission d'indemnisation propose, dans un premier temps, 250 000 € à chacun. Azimani et El Jabri refusent cette somme qui leur paraît dérisoire. C'est compréhensible. Azimani a passé 11 ans derrière les barreaux et El Jabri 13 ans. La justice propose cette fois 480 000 € à Azimani et la même somme pour El Jabri. J'ai l'impression d'être dans une salle de vente aux enchères. Cette somme est encore contestée par les deux hommes car ils savent que des précédentes erreurs judiciaires ont été bien mieux indemnisées que la proposition qui leur est faite. Bon, d'accord, le pouvoir judiciaire décide de prendre en compte les préjudices subis par les familles d'Azimani et El Jabri. La justice octroie 480 000 € plus 360 000 € supplémentaires. Au total, l'Azimani Family empoche 840 000 € pour dédommager Abdelkader Azimani qui a fait
11 ans de prison. 480 000 euros plus 130 000 euros, ça nous fait un total de 610 000 euros pour l'El Jabri Family. Abdelrahim El Jabri a fait 13 ans de prison. Là, on peut se demander pourquoi El Jabri, qui a fait 13 ans de prison, a une indemnité plus faible qu'Azimani, qui en a fait 11. Azimani, 840 000 euros, El Jabri, 610 000 euros. Se poser ce genre de questions concernant certaines décisions de justice revient à demander pourquoi le ciel est bleu ou alors pourquoi nous avons 5 doigts au lieu de 4. Les dessinateurs des Simpsons ont tout compris. Sérieusement, qui utilise son auriculaire? Ah, peut-être pour se curer le nez. Les indemnités d'Azimani et El Jabri sont inégales, c'est incontestable. Mais que voulez-vous, les voix de Dame Justice sont impénétrables. Oh, au nom de la justice, messieurs Azimani et El Jabri, partez en paix. Certains n'ont pas la chance d'être indemnisés. Revenons sur les points clés de l'affaire Azimani et El Jabri. Azimani et El Jabri ont endossé un crime qu'ils n'ont pas commis car les gendarmes ont su qu'ils ont été les derniers à avoir vu la victime le soir de sa mort. Leur petit trafic de stupéfiants découvert, l'occasion était trop belle. Dame Justice voulait faire une pierre deux coups. Azimani et El Jabri doivent leur incarcération à Monsieur Fargier qui a dit les avoir reconnus lors d'une altercation qui a éclaté à l'endroit où le cadavre d'Abdelaziz a été découvert. Grâce aux progrès technologiques en matière d'ADN, les identités génétiques de Michel Boulma et d'Elaïli Bouziane sont découvertes dans la voiture qu'avait empruntée Abdelaziz à son père. De facto, Boulma et Bouziane innocentent Azimani et El Jabri qui sont acquittés puis inégalement indemnisés. L'heure des braves, l'heure de la morale de cette histoire, ou de cette affaire si vous préférez. Bon, lorsque Dame Justice a décidé de vous acquitter, accrochez-vous, vous risquez certainement de galérer pour être correctement indemnisé.